Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de Green IT, d'éco-conception, de Dev Green Ops ou de Green Ops, hein. On va voir un petit peu la différence entre tout ça. On va parler de bonnes pratiques et pour ce faire, j'ai le plaisir, d'avoir en invité Yannick de chez HN Service et qui va un petit peu nous expliquer comment une ESN comme HN, aborde ces problématiques et comment aujourd'hui, c'est diffusé, infusé même, on pourrait dire, aussi bien en interne que vers leurs clients. Yannick, je te laisse te présenter en quelques mots et on enchaîne tout de suite notre échange. Merci François de me recevoir dans ton podcast pour parler du Green IT et de l'éco-conception. Yannick Corr, je fais partie de la direction des opérations et j'en charge le département solutions. On fait du développement, de la MOA, du conseil et j'ai intégré les notions d'éco-conception dans le centre de mutualisé qui fait partie de mes équipes. Pour les besoins de nos clients et dans une dynamique voulue par Antoine Hénache, notre président, il y a quelques années, avec plusieurs étapes dans cette démarche Green IT et qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble de ce beau sujet qui me passionne et que je drive pour HN. D'accord, très très bien, merci à toi. Donc HN, on rappelle juste en quelques mots, donc c'est une ESN d'environ 2000 personnes, c'est ça ? Oui, 2000 personnes, un peu plus de 2000 personnes en Europe. On a été créé en 83 sur le mainframe et on est très orienté grand compte, banque, assurance on a des locaux un peu partout en Europe, donc France, Portugal, Roumanie, Espagne, avec des centres de services mutualisés ou des centres de services dédiés pour nos clients. Sur lequel on fait du développement, mais aussi de la production. Donc, on a deux pans du Green IT qui pourraient être traités chez nous, même si aujourd'hui, on a plutôt commencé sur la partie éco-conception. D'accord. Alors, en préparant un petit peu notre échange de ce jour, tu nous disais qu'avant de proposer en fait les pratiques, les bonnes pratiques autour de l'éco-conception du Green IT en général, un des enjeux, c'était déjà de le pratiquer en interne par les équipes. En fait, aujourd'hui, ça se passe comment dans une ESN de la taille de la tienne? Est-ce qu'on sensibilise? Est-ce qu'on forme? Est-ce qu'on met en place les bonnes pratiques? Est-ce qu'on va jouer sur les règles de codage en premier lieu? Alors, c'est vrai que la première chose, c'est moi j'aime bien toujours dire que j'aime bien balayer devant ma porte avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. Donc on a commencé à le mettre en œuvre déjà chez HN. Donc avec première partie en fait, on est rentré vraiment dans ce Green IT par la porte du matériel, comme beaucoup de sociétés, la gestion de ce matériel. Ça c'était il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue notre transformation. Donc, en appliquant en interne dans notre centre de services mutualisés les règles, alors que moi j'avais appelé au départ éco-conception, qu'aujourd'hui j'appelle plutôt éco-dev, parce que j'ai du mal à aller jusqu'à l'éco-conception. Nos clients nous ayant déjà fourni souvent des spécifications, nous ayant déjà orienté vers un certain nombre de choix qu'ils ont déjà faits. On a souvent dans ce centre de services mutualisé moins d'impact possible, sauf évidemment le dev, le test, la qualité de livrable, je dirais. Et c'est là-dessus qu'on a commencé donc à former nos collaborateurs de ce centre de services mutualisés pour mettre en place ces bonnes pratiques. Et même, alors, en plus de la mise en place de ces bonnes pratiques, un certain nombre d'outils pour mesurer les actions qu'on a pu mettre en place. Donc, un éco-sonar,
dans notre chaîne CICD qui nous permet de voir que on a quand même fait un code performant et qui soit le plus respectueux possible. Et puis des outils qui nous permettent de regarder ce qui se passe. Enfin, on commence à regarder au niveau du serveur. Là, on est plutôt dans une démarche d'apprentissage au niveau des serveurs, mais on avance. Donc sur les parties front et back, on est plutôt déjà un petit peu. On se considère comme déjà dans un bon niveau d'exigence en tout cas. Est-ce que pour toi, alors là, je prends la casquette vraiment plus proche du code et des devs. Oui. Est-ce que pour toi, déjà, il faut repartir des bases, des bonnes pratiques de codage, avoir les règles de codage appliquées, sensibiliser les développeurs un petit peu à toute cette grande tendance qu'on va appeler le clean code. En fait, est-ce que pour toi, c'est déjà un point de départ important? Alors, tout à fait. Si on regarde aujourd'hui les deux référentiels qui se détachent un petit peu en France, le RGESN, donc référentiel d'État, et ce qu'a mis en place le collectif greenIT.fr, les 115 pratiques du web, je dirais qu'il n'y a rien de vraiment étonnant. D'ailleurs, la première chose qu'un des développeurs m'a donné quand il a commencé à regarder l'éco-sonar, c'est il m'a dit mais en fait, il y a quelques règles supplémentaires par rapport à un sonar classique. Donc en fait, si je continue à faire un bon travail, je serais presque green. Et je lui dis, oui, c'est le principe aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir sur des bonnes pratiques de clean code, de codage, pour essayer d'être plus performant, plus efficient, de pas oublier de refactoriser son code pour le rendre un peu moins lourd, pour éviter des effets qu'on voit aujourd'hui d'obésiciel, c'est-à-dire beaucoup de code, des performances qui chutent, pour des fois des fonctionnalités assez simples. Alors ça, c'est un point très très intéressant en fait que tu notes là. Effectivement, donc là, on va jouer sur toutes les dépendances, sur le code redondant, et c'est là que des outils de code coverage ou d'analyse statique ou dynamique sont très importants, je présume. Exactement. C'est ce que j'indiquais un peu plus tôt, c'est que la formation est importante, mais il nous faut des outils de contrôle, et ces outils de contrôle, on les a classiquement alors chez tous nos clients, on l'a mis en œuvre chez nous, c'est les Sonar Cube, pour pas le citer, c'est un standard du marché qui nous permet au moins de s'assurer d'une qualité minimum. Après, suivant les choix de chacun, évidemment, il peut y en avoir d'autres outils, mais tout ce qui est chaîne d'intégration qui doit nous permettre au moins d'avoir un minimum de contrôle, doivent nous permettre aussi d'arrêter des développeurs qui poussent un code qui n'a pas été un minimum optimisé. Est-ce que alors, je sais que c'est jamais évident de donner des chiffres ou des tendances, mais est-ce que tu vois des différences entre avant et après quand tu discutes avec tes équipes, avec la mise en place de ces bonnes pratiques? Est-ce que ça prend un petit peu plus de temps? Est-ce que ça prend moins de temps? Est-ce qu'au départ, comme toujours, ça prend plus de temps et maintenant, avec l'habitude, ça coule tellement dans le bon sens qu'on ne s'en préoccupe même plus? C'est tout l'enjeu, c'est de réussir à montrer. On va parler de ROI, de voir qu'est-ce que ça coûte d'un côté en capex, ce que ça peut rapporter en opex. C'est toujours compliqué. Néanmoins, l'adoption par les développeurs est plutôt importante. En tout cas, dans les générations dans les collaborateurs que j'ai moi au sein de
donc Dashen Factory, centre de services mutualisé, où j'ai quand même des développeurs plutôt seniors, confirmés. Ils sont plutôt, eux, intéressés par produire du beau code. Il est vrai que il y a une facilité de se dire la fonctionnalité est terminée, je la pousse, je la merge, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. C'est tout l'enjeu de se dire qu'on va, en rentrant des bonnes pratiques, on va alléger le code, on va faciliter la maintenance plus tard, et en mettant en place ces bonnes pratiques, ça sera aussi plus rapide demain pour reprendre un bloc. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bon développeur, un développeur un peu fainéant en faisant des copier-coller. Donc, si on a optimisé un maximum notre code, il est plus facilement réutilisable en tout cas. Donc oui, à terme on gagne, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui très très compliqué à mesurer. Alors ça, c'est intéressant. Alors, il y a 2 points qui me semblent intéressants. Ce sont les métriques, mais ça, on va y revenir dans quelques minutes. Tu disais que les développeurs plutôt seniors sont très sensibles à ça, en tout cas, se montrent m'intéresser. Est-ce que c'est le même constat avec des plus juniors? Alors, les plus juniors, c'est tout l'intérêt de la formation, de la sensibilisation pour les amener à comprendre que c'est pas parce qu'une fonctionnalité paraît fonctionnelle qu'elle est forcément efficiente. C'est tout l'enjeu de la formation, comme je viens de le dire, pour leur permettre de comprendre que un beau code est aussi plus valorisant, je dirais, que d'avoir juste réussi sa fonctionnalité. Et c'est vrai qu'on s'appuie plus. Alors, si demain je dois faire un refactoring, évidemment que je vais m'appuyer plus sur un senior ou un confirmé qu'un junior, évidemment. Et tout l'enjeu de l'éco-dev aujourd'hui, c'est plutôt d'amener à repenser refactoring pour se dire que on va optimiser, même si la fonctionnalité est terminée, est-ce qu'on peut pas l'optimiser un peu, beaucoup, et derrière justement permettre d'alléger le serveur et là gagner avoir un vrai ROI en tout cas sur la capacité d'un serveur à héberger plusieurs applis. C'est notre objectif en tout cas. Alors ça je vais synthétiser un petit peu ce que tu as dit là, parce que encore une fois, c'est un point extrêmement important et c'est toujours utile de le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent. Le clean code, c'est pas pour faire joli à la base, même si en français on appelle ça du joli code d'ailleurs. Ça c'est assez étonnant. On rappelle que le clean code, c'est avoir un code le plus propre possible qui va permettre la maintenabilité la plus claire et la plus rapide possible, c'est d'avoir un code clair avec des reviews techniques qui soient clairs, avec une documentation technique qui soit claire et à jour. Et tout ça, effectivement, ça permet de produire vraiment un projet et puis un code qu'on va être capable de maintenir et de bien lire. Exactement. Voilà. Ça, c'est un point important. Alors, tu nous as parlé un petit peu des métriques ou des PKI. Alors, je sais que dans les entreprises, on adore ça. On adore les chiffres, on adore les métriques, on adore les PKI, même si parfois on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Tu nous as dit effectivement que chez HN, vous commencez à mettre en place des outils, vous mettez en place des méthodes, vous voulez récupérer des métriques. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples comme ça de métriques qui te semblent vraiment très importants pour toi dans une approche d'éco-code ou d'éco-dev? Alors aujourd'hui, on s'est basé sur quelque chose qu'on a retrouvé sur le marché pour appuyer Sonar, donc avec les mêmes niveaux et se positionner sur du A. C'est là qu'on s'est rendu compte que nos outils étaient plutôt pas du tout A et on était plutôt dans du Nutri-Score très bas. On était plutôt dans du E, du D. Donc déjà, ça nous a permis de faire un constat sur nos outils.
on commence. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a regardé le code, on a commencé à basculer vers les serveurs, et c'est là où on a un peu de difficulté encore à comprendre, à bien se mettre en position. Donc pour vraiment se dire que, en fait, en CPU, je vais dire à ce moment-là plus simplement, j'arrive à faire tourner 2 applis alors qu'avant j'en faisais tourner qu'une. Petit exemple, hein, et à ce moment-là, là, je sais que j'ai gagné, parce que là, du coup, j'ai pour la même quantité de ressources, je dirais abiotiques pour la création du serveur et base CO2 pour la consommation d'énergie de mon serveur, j'arrive à faire travailler 2 applis versus une. Et c'est là où c'est là où on veut aller. Nos métriques sont encore malheureusement un peu balbutiants. Je suis désolé, François. On est dans une vraie démarche de pousser pour. C'est ce que j'échange beaucoup avec la communauté. J'essaie de rencontrer un maximum de gens. Il y a des gens beaucoup plus avancés, il y a des gens qui commencent, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, en tout cas tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Cette remise en avant en fait du clean code, tout simplement, hein. Oui, c'est ça. Là, effectivement, on peut rappeler que l'optimisation en fait de l'infrastructure en général, que ce soit l'architecture, enfin l'infrastructure et même à l'architecture matériel et logiciel, c'est un puits d'optimisation vraiment énorme. Et c'est là où, par contre, il faut avoir beaucoup de métriques, beaucoup d'instrumentation et de remontées pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment et identifier effectivement les points d'optimisation ou les goulots d'étranglement que l'on peut avoir au niveau des perfs. HN s'est basé initialement sur le mainframe. Il y a des années, on parlait de faire attention à la consommation des MIBs sur les mainframes. Et aujourd'hui, on y revient pour les codes applicatifs web. Et en fait, je dirais que la boucle est bouclée. Donc à HN 83 du mainframe, aujourd'hui, on revient, on va dire, à nos bonnes habitudes. Et c'est très bien. Voilà, c'est vrai que les serveurs ont beaucoup, les performances des serveurs ayant explosé, elles ont compensé une belle partie des déboires, on va dire, applicatifs. Aujourd'hui, essayons de remettre un petit peu ces applications un peu plus droit pour être un peu moins consommateur, en tout cas, de serveurs pour optimiser. Oui, tout à fait. Alors, l'autre débat que l'on a depuis, je ne sais plus combien de temps, mais au moins depuis 30 ou 40 ans en informatique, je t'apprends rien, c'est le fameux débat entre l'OPEX et le CAPEX. C'est le débat entre je le fais avec des projets from scratch ou je le fais sur des applications actuelles, donc typiquement du legacy et des applications en production. Comment toi ou HN en fait se positionne avec ça? Est-ce que on tente quand même d'optimiser étape par étape ou des éléments précis d'un legacy ou d'une application en production, ou est-ce qu'on se dit non, là on met vraiment ça en place sur du from scratch parce que c'est plus simple à faire? Alors, si on parle d'éco-conception, on a bien le mot conception dedans. Donc, tout le référentiel RGESN se déploie sur du from scratch, je dirais. C'est pour ça que je parle aujourd'hui plutôt d'éco-dev, parce que nos clients, nos collaborateurs travaillent plutôt sur du legacy, à optimiser le legacy. Donc, on est plutôt aujourd'hui à vouloir former nos collaborateurs à ces bonnes pratiques pour travailler sur le legacy, en prenant, ça fait déjà plusieurs années sur des dispositifs
On a partagé des engagements avec des clients à faire progresser la qualité du code d'année en année en se refixant des objectifs réalistes pour se dire que on va pas tout réécrire. Si le besoin arrive, évidemment, on ne se bloquera pas, mais l'objectif est plutôt d'accompagner nos collaborateurs sur le legacy pour essayer de faire vivre ça, pour éviter aussi d'avoir un coût à un client qui souhaitera pas revoir son application complètement, qui a déjà du mal à se dire qu'il va dépenser de l'argent sur du refactoring. Donc c'est plutôt comment dans le quotidien on peut apporter ce refactoring pour améliorer au fur et à mesure, mais en y mettant quand même une énergie certaine. Donc on le propose et on a plusieurs clients qui ont tendu l'oreille, qui tendent l'oreille, qui nous demandent des renseignements, qui veulent y aller, qui sont intéressés parce qu'au final, justement, on ne veut pas tout casser, mais plutôt améliorer. Et ils sont vraiment à l'écoute. Donc là, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est pas une démarche dite Big Bang, on va dire, mais on est plutôt dans une sorte d'itératif, itération et de cycle itératif, en fait. Si opportuniste, on peut l'être, on mettra en œuvre l'éco-conception. Mais aujourd'hui, oui, 80% de notre activité de SN, c'est du travail sur du legacy. Donc, à comment l'améliorer, c'est vraiment notre leitmotiv. D'accord. Alors, l'autre tendance aussi que l'on voit, et ça, si vous avez déjà lu le hors-série Green IT Éco-conception de l'été, vous êtes déjà un petit peu au courant. C'est, alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler, parce qu'on a deux tendances qui s'opposent ou qui se rejoignent. Je ne sais pas comment on peut résumer ça. C'est le Dev Green Ops, voilà, parce qu'on adore les acronymes dans notre monde informatique, évidemment, ou c'est le Green Ops. Alors, quand on a échangé pour préparer un petit peu notre échange, toi, tu parlais plutôt de Green Ops et non pas forcément de Dev Green Ops. Alors, même si c'est un petit peu plus court, à dire, remarque. Voilà. Comment tu pourrais nous définir un petit peu cette démarche ou la philosophie autour du Green Ops? Aujourd'hui, avec mon collègue qui est plutôt côté production, infrastructure, on échange beaucoup. Mais il me demande plutôt, mais comment moi je peux t'aider sur le sujet, parce qu'on a souvent des infrastructures qui sont déjà préétablies, des clouds, des serveurs pour gérer les bases de données. Enfin, l'infra est vraiment, on va dire, avec les flux. Enfin, tout est prêt, je dirais. Comment je peux faire évoluer ces infrastructures pour être plus green? Donc moi je lui dis déjà, je commence, j'y reviens encore, hein, mais je commence par déjà nettoyer devant ma porte pour essayer de faire que les développeurs fassent du beau code, qui soit plus léger, donc plus performant. Et derrière, on pourra repenser avec les architectes, avec les infras, cette infrastructure pour être plus efficiente et moins consommatrice. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que les ops se sont adaptés aux devs et aux obésiciels pour leur permettre de faire tourner. Si on arrive à diminuer cette partie-là, ils vont de suite nous accompagner dans ces échanges-là. Alors avec eux, on va faire évoluer les chaînes CI/CD pour intégrer les outils de mesure, mais c'est vrai que c'est comment les onboarder dans notre transformation qui va évidemment demain les impacter, vu que c'est l'objectif. Hein, c'est d'arriver. C'est pas tellement sur la production du code qu'on va gagner, c'est sur le fait qu'elle va être plus léger, le code va être plus léger à fonctionner sur des serveurs
Donc, on va pouvoir avoir une partie de downsizing, je dirais, des infrastructures, et c'est vraiment l'objectif. Donc, c'est plutôt de les prévenir que nous, on se prépare à essayer de dégraisser nos applis, et que on espère qu'ils vont pouvoir aussi dégraisser leurs infrastructures. Mais je pense malheureusement que tant que nous n'aurons pas fait l'effort côté dev, côté programme, côté applicatif de le faire, ils pourront pas désactiver un certain nombre de choses. Là où ils peuvent nous aider, évidemment, c'est tout sur la partie que tu disais KPI, mesure, c'est s'assurer que une application, nous trouver en fait les applications ou les endroits où on est le moins performant pour pouvoir vraiment agir au mieux rapidement, pour essayer d'avoir le maximum de gains. Donc c'est comme d'habitude le travail main dans la main entre dev et ops pour essayer d'optimiser le run. Alors c'est pour ça qu'on parle peut-être de dev green ops, parce qu'évidemment que l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est ma philosophie en tout cas autour de ce sujet-là. D'accord, très très bien. Oui, mais effectivement, ça, tu as tout à fait raison que dans une telle démarche, réfléchir effectivement à la partie code, c'est important. Réfléchir à la partie infrastructure et plateforme de run, c'est très important aussi. On se souvient toutes et tous des débats qu'on avait. C'est voilà, on fait tourner, mettons 10 VM sur trois serveurs. Est-ce qu'on peut pas faire de la consolidation et avoir un seul serveur pour les 10 VM? Alors c'est très basique comme idée, mais en fait, ça résume une partie de la philosophie que l'on peut mettre en place. Si ton applicatif si ton OS de VM est plus léger, évidemment, c'est aussi un des objectifs derrière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, tu nous parlais effectivement de l'obésité des logiciels. Alors, ça, c'est un point très très important. Mais effectivement, on peut optimiser. Si vous faites des apps web, là, on va optimiser tous les assets, on va réduire les dépendances, on va réduire le nombre de fichiers, mettons JS, que l'on va avoir dans le bac. Et si vous économisez, mettons, 2-3 mégas par instance ou par visite, et que vous multipliez ça par le nombre de visites, on voit l'économie en compute que l'on peut faire en trafic réseau, évidemment. Exactement. Voilà. Écoute, un grand merci à toi. Je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour ensemble. Merci de m'avoir reçu. Mais ce fut un plaisir. On retrouve aussi l'approche de HN Service sur le Green et le Green Ops dans le hors-série Green IT Éco-Conception qui est sorti fin juin dernier, donc qui est disponible évidemment en kiosque, en PDF et en version papier. Kiosque numérique comme du caféine et programmé.com comme d'habitude. Yannick, un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, au revoir.